Quels sont les meilleurs combattants de MMA présents à l'UFC continent par continent? Alors, salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se capte dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme je viens de te le dire, je vais te présenter continent par continent le top 3 des meilleurs combattants. Ok? Donc, on va vraiment pas perdre de temps avant d'aller plus loin. N'oublie pas de t'abonner à la zone parce que c'est super important. Si tu t'abonnes à la zone, il y a moyen que tu te promènes dans la rue et que tu ramasses 30 000 euros juste comme ça. Alors, on va commencer par l'Europe. Les gars, honnêtement, pour l'Europe, c'est pas super évident, ok? Parce que l'Europe, le truc, c'est que je pense qu'elle regorge des meilleurs combattants du monde. Tu as qui? Tu as du Islam Makhachev, tu as du Ilia Topuria, tu as du Merab, tu as du Ankalaev, tu as quoi? Tu as du Aspinal, tu as du Arman Tsarukyan. En Europe, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a les meilleurs combattants du monde. Je pense qu'il y a un fait. Parce que, on parle vraiment de tout le continent européen. Donc, selon moi, pour l'Europe, le combattant qui est vraiment le troisième meilleur combattant au monde, il y a plein de gens qui vont pas être d'accord parce qu'il y a plein de gens qui trouvent qu'il est surcoté. Moi, je comprends pas comment est-ce que vous pensez ça parce que je pense que c'est le GOAT des bantamweight dans la personne de Merab Dvalishvili. Merab, tu peux pas me dire qu'il est pas numéro 3 en Europe en général. Il vient de Géorgie et littéralement, il est champion de la catégorie des bantamweight et lorsque l'on regarde son palmarès, c'est argumentable, certes, mais selon moi, je pense que c'est le GOAT des bantamweight. C'est très clairement le GOAT des bantamweight. Donc, oui, selon moi, Merab Dvalishvili, il mérite littéralement sa troisième place dans le classement des GOATs de la catégorie de l'UFC en général, de l'Europe. Et en plus, il est même classé dans le classement Pound for Pound. Il est quatrième du classement Pound for Pound. Donc, ça joue également. En numéro 2, on a Islam Makhachev. Donc, Islam Makhachev, il y a peut-être des gens qui s'attendaient à le voir plus haut parce que c'est le pound for pound numéro un, mais c'est tout simplement parce que le numéro un, moi je me dis que il pourrait foudroyer Islam Makhachev et je pense directement à capter de qui je suis en train de parler. Mais Islam Makhachev, bien évidemment qu'il mérite d'être classé dans ce classement parce que c'est le pound for pound numéro un, c'est le GOAT de la catégorie des lightweights. Et ouais, et maintenant, il est en train de quasiment de se préparer pour monter dans la catégorie au-dessus pour devenir champion. La seule raison pour laquelle je l'ai pas mis numéro un, c'est vraiment parce que là, dans ce classement-là, je suis vraiment en train de parler de la forme à l'heure actuelle du combattant. Et moi, je sais pas pourquoi, mais enfin, je sais pourquoi, mais j'ai vraiment l'impression que le numéro un battrait le numéro 2. En fait. C'est pour ça que je l'ai mis au-dessus du numéro 2. On parle pas en termes d'accomplissement, on parle pas en termes de ce qu'il a accompli dans sa carrière, on parle vraiment en termes de à l'heure actuelle, qui sont les meilleurs combattants du monde. Ok? Donc, c'est pour ça qu'en numéro un, bah, c'est Ilia Topuria. Ilia Topuria. Donc, on a vraiment deux Géorgiens dans ce classement, c'est-à-dire dans le top 3. Et on a un Dagestanais. C'est pour ça que les gars, en fait, le confort dans la vie, c'est l'ennemi de l'homme. Ok? Là, je me transforme directement en coach, en motivation, en développement personnel. Le confort, c'est l'ennemi de l'homme. Demande-toi pourquoi ces trois personnes-là sont les plus chaudes en Europe. Pourquoi ce sont les plus forts? Parce que ils ont, ils viennent des zones les plus chaudes. Je sais pas pourquoi Merab, il a pas la ceinture dans la photo. Merab, on dirait un, un gremlin. Je sais pas comment dire gremlin en français. Euh, ouais, je pense que je vais pas arriver à trouver le mot. Dis-moi comment est-ce qu'on dit gremlin dans les commentaires en français. Ensuite, on passe à l'Afrique. Afrique, mon Afrique. Donc, alors, pour l'Afrique, qui est le troisième meilleur combattant africain du monde? Les gars, le problème, c'est qu'à l'UFC, on n'a pas vraiment beaucoup de combattants africains. Tu as qui? Tu as du Youssef Zalal, tu as j'allais dire du Francis Ngannou, mais genre il est plus à l'UFC. Il n'y a pas vraiment beaucoup de combattants africains genre qui s'en sortent à l'UFC. On voit que maintenant il y a également les membres de la team, les Dricus du Plessis qui commencent à se battre et tout. Mais il n'y a pas vraiment de talent. Genre, je veux dire, bien évidemment qu'il y a des talents en MMA et tout. Mais il n'y a pas encore vraiment beaucoup de combattants légendaires qui sont à l'UFC, qui sont africains. Il y avait récemment Temba Gorimbo qui s'était battu contre Vincent Luque. Et qu'est-ce que ça m'a fait mal, comment il s'est fait atomisé en moins d'un round. Il s'est fait soumettre super rapidement. Donc en Afrique, c'est un petit peu chaud en ce moment. Le numéro 3, c'est Israël Adesanya. Qu'est-ce que ça me fait de la peine de te mettre en numéro 3, frérot? Genre, j'avais tellement envie de te mettre plus haut, mais en ce moment, je suis désolé, mais Adesanya, il vole pas plus haut que ça. Il a perdu ses 3 derniers combats et de manière très brutale. Il a perdu d'abord par décision unanime, claire. Ensuite par soumission alors qu'il s'est jamais fait soumettre de sa carrière. Ensuite quasiment par un KO alors qu'il s'est jamais fait mettre KO de sa carrière. Donc oui, Adesanya en ce moment, c'est pour ça qu'il est descendu. Si j'avais fait ce classement il y a 2 ans, il serait très clairement numéro un.
Mais oui, Adesanya, il est descendu. Ensuite, on a Kamaru Usman. La raison pour laquelle Kamaru Usman, il est en deuxième, ça pourrait un petit peu t'étonner parce que il a perdu ses 2 derniers combats. Et, alors qu'Adesanya, il a perdu ses 3 derniers combats. Mais le truc, c'est que. Mais en fait, moi, le truc par rapport à Kamaru Usman, c'est tout simplement parce que il a juste été pound for pound numéro un pendant beaucoup trop longtemps, tu vois. Donc c'est pour ça que moi je me dis que malgré le fait qu'il a perdu deux de ses, genre il a perdu ses 2 derniers combats, bah il peut quand même être un tout petit peu plus haut que Adesanya, tu vois. Genre les deux en mode c'est un petit peu troisième et troisième égalité, tu vois. Parce qu'un autre problème par rapport à Kamaru Usman, c'est que bah, depuis sa défaite contre Khamzat en octobre 2023, il s'est pas encore rebattu. Et jusqu'à présent, je me demande, genre, t'attends quoi en fait? Like, littéralement, t'attends quoi? Le gars, c'est plus un podcasteur à l'heure actuelle qu'un combattant. C'est ça vraiment le truc par rapport à Kamaru Usman. Ensuite, on a Dricus du Plessis. Je pense que c'était clair et net que c'est lui le numéro un. Après, je sais qu'il y a des gens dans les commentaires qui vont faire des blagues mal placées en mode en regardant ces 3 combattants et en se disant que le plus africain, c'est celui qui est au milieu. Parce que... Ok, c'est bon, je ne pas dans ce domaine, dans ce débat. Mais en se disant que le meilleur combattant africain, bah, c'est celui qui est au milieu. Ok? J'ai l'impression que je suis en train de rouler sur un terrain dangereux comme ça. Mais en tout cas, ouais, en tout cas, c'est lui le meilleur combattant africain, hein. Genre, je sais que si tu fermes les yeux et que tu te demandes en mode à quoi devrait ressembler le meilleur combattant africain de tous les temps, c'est pas le premier visage que tu vas imaginer. C'est pas le premier visage que tu vas imaginer. Ok, bref. Maintenant, on peut passer à l'Amérique du Nord. L'Amérique du Nord également. Si tu te souviens bien, une fois, j'avais fait une tier list dans laquelle j'étais en train de te présenter les meilleures nationalités de MMA, tu vois. Genre les nationalités qui ont vraiment le plus d'impact, genre qui sont vraiment les meilleures dans le MMA. Et je t'avais dit que, je pense, si je me souviens bien, soit l'Amérique était en S-tier, soit la Russie était en S-tier, soit c'était tous les deux en S-tier. Parce que c'est deux pays, en fait. Genre, oui, l'Amérique du Nord, parce que c'est les États-Unis, majoritairement. Après, il y a le Canada, mais soyons honnêtes, nous, on n'est pas chaud. On n'est pas chaud en MMA. On a quoi? On a le faux Ariel Elwani qui va se battre dans 2 semaines contre José Aldo. Nous, c'est ça qu'on a, tu vois. Nous, après, on a UGSP, mais genre, voilà, quoi. Bon, maintenant, en Amérique du Nord, en numéro 3, on a Max Holloway. Je sais que c'est peut-être pas celui à qui on pense le plus, mais comme je te le précise, ça c'est pas un classement all-time, ok? Je vais pas te sortir un Demetrius Johnson ni quoi que ce soit. Là, c'est vraiment à l'heure actuelle. En numéro 3, on a Max Holloway. Pourquoi est-ce qu'on a Max Holloway? Parce que Max Holloway, déjà, si on parle en termes de carrière, il a été champion pendant vraiment longtemps. Et jusqu'à présent, il est dans le classement pound for pound. Genre, il a vraiment une super bonne longévité. Il a mis un KO phénoménal l'année dernière, à cette heure-ci justement, de l'année dernière. Et ouais, et c'est un bon gars, tu vois. Genre, c'est le pire argument que je viens de donner, littéralement. C'est un bon gars. What's up, brother? Donc ouais, en plus de ça, il est bien classé dans la catégorie des lightweight. Il est jusqu'à présent dans le classement des pound for pound, donc il mérite clairement d'être numéro 3. En numéro 2, on a Belal, remember the name, remember the GOAT, Mohamed. Les gars, vous allez finir par accepter que cet homme est le GOAT. Vous allez finir par accepter que ce gars, il a l'un des palmarès les plus sous-cotés de l'histoire du MMA. Vous allez, en fait, d'ici la fin de la carrière de Belal, il y a moyen qu'on commence à se dire qu'il était meilleur que GSP, hein. S'il termine bien sa carrière, il y a bien moyen qu'on finisse par se dire que Belal était meilleur que GSP. Et oh, GSP était meilleur que qui? GSP était meilleur que le numéro 1. GSP était un meilleur combattant que John Jones. Alors il y a moyen que, j'ai fait une transition de fou, mais il y a moyen qu'on finisse par se dire que Belal Mohamed est un meilleur combattant que John Jones. Mais en tout cas, bref, là les gars, je vous ai sorti une photo de Prime John Jones parce que John Jones c'est plus ça maintenant, c'est ça. Ouais, maintenant John Jones il a embrassé le body positivisme. Maintenant John Jones il n'est plus du tout, genre c'est plus le John Jones qui vous a fait tomber amoureux de lui. Pause, no homo. Même si je sais que le connaissant, peut-être qu'il aimerait bien que vous tombiez amoureux de lui. Il a peut-être pas les meilleures intentions, mais après bon, ok, je m'écarte un petit peu du sujet. Donc le truc par rapport à John Jones, c'est que je pense que c'est plus argumentable qu'en Amérique c'est le meilleur combattant. Genre c'est juste plus argumentable parce que ok, je sais qu'il a beaucoup triché dans sa carrière, je sais qu'il est en train de fuir Thomas Spinal et tout. Mais si on parle vraiment en Amérique, si John Jones n'est pas numéro 1, ça va être qui? Ça va être Belal. Non, John Jones, honnêtement, quand même, quoi qu'on puisse dire, c'est un double champion, même si
Son dernier combat, même si techniquement Stipe Miocic il avait 42 ans, mais ça reste quand même Stipe Miocic, on ne peut pas lui enlever de son palmarès que John Jones a battu Stipe Miocic, alors que Stipe Miocic c'était le GOAT des heavyweights. John Jones il a terminé Cyril Gane en quelques secondes. J'arrive pas à croire que je suis en train de citer les éloges de John Jones. Genre, j'arrive vraiment, littéralement pas à croire que c'est ça que je suis en train de faire. Mais on dirait que c'est ça que je suis en train de faire. Donc après, on va passer en Amérique du Sud. Donc en Amérique du Sud, c'est qui le troisième meilleur combattant? Thank you so much! Thank you so much! Charles the Bronx! Donc pour moi littéralement, le numéro 3 ça va très clairement être Charles Oliveira. Charles Oliveira, il a eu l'un des title runs les plus inspirants, slash motivants, slash je sais pas ce que tu veux, mais de tous les temps. Parce que Charles Oliveira, bien que, en fait, le truc c'est que bien que si on regarde sa dernière performance, bah, ah non, j'allais dire que sa dernière performance, il avait perdu contre Arman Saroukian, mais j'avais oublié qu'après il est venu, après il a battu Michael Chandler. Donc, oui, Charles Oliveira, en plus, c'est cool de le voir de retour dans la colonne des victoires. Donc oui, Charles Oliveira, c'est littéralement le troisième. Je pense qu'il y a des gens qui le verraient même plus haut, mais selon moi, les deux qui viennent après, ils sont juste trop hauts. Vous allez peut-être pas vous attendre à ça, mais Alexandre Pantoja. Alexandre Pantoja, c'est le combattant. En fait, à l'heure actuelle, il n'y a pas un combattant plus sous-côté que Alexandre Pantoja. Et pourquoi? Parce qu'il ne vit pas pour les caméras. En fait, c'est juste drôle de se dire ça. C'est tout simplement parce qu'il n'est pas là à juste faire trop de bruit, à crier partout et tout, que on ne parle pas de lui à ce point-là, tu vois. Mais Alexandre Pantoja, c'est juste une dinguerie. C'est juste une dinguerie à quel point il a nettoyé sa division à un point légendaire. En ce moment, il a quasiment battu toutes les personnes qui sont dans sa division. Au point que les gens, l'UFC est même parti chercher un combattant japonais à la personne de Kaya Sakura. Tout simplement pour venir le mettre en difficulté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a soumis en un round. Donc ouais, Alexandre Pantoja, il mérite très clairement d'être numéro 2. Et honnêtement, la première fois que j'étais en train de faire ce classement, je l'avais mis numéro 1. Parce que, je pense que c'est peut-être parce que j'ai été un petit peu biaisé par la dernière défaite de ce combattant. Mais Alex Pereira, bien évidemment qu'il est numéro 1. Qui pourrait être numéro 1 d'autre qu'Alex Pereira? Parce que bien évidemment, certes, il a perdu son dernier combat contre Magomed Ankalaev. Mais Alex Pereira, si on regarde l'année 2024, c'est le combattant de l'année 2024. Et là, je suis vraiment en train de parler en termes de d'actualité. Je suis en train de parler de choses récentes. Alex Pereira, il est venu littéralement en un an. En un an, je pense qu'il a eu 3 défenses de titre. Ce que Khabib a eu en bien plus longtemps, tu vois. En un an, il est venu, il a eu 3 défenses. Il a enchaîné 3 défenses de titre. Et il a mis 3 KO phénoménaux. Et Alex Pereira, il a été champion dans 2 catégories différentes. C'est devenu une des plus grosses stars de l'UFC. Et je pense la plus grosse star de l'UFC à l'heure actuelle. Il a obtenu le rang de The One, The Only. Alex Pereira, en fait, c'est ça le problème par rapport à l'UFC, c'est que nous, les fans, on a un petit peu la mémoire courte. Alex Pereira a perdu son dernier combat et directement, on oublie à quel point c'était notre combattant préféré à nous tous. Bon, peut-être pas à moi, mais genre, c'était notre combattant préféré à nous tous. Donc pars dans les commentaires et lâche-moi un Chama, enfin, juste pour le référencement à Spot. Chama ou non Chama? Et Adesanya, comme to daddy. Après, on va passer à l'Océanie, le continent que l'on oublie tous. Les gars, est-ce que vous connaissez une personne qui vient d'Océanie? J'ai jamais rencontré dans ma vie une personne qui vient d'Océanie. Moi, dans ma tête, l'Océanie, c'est un mythe. L'Océanie n'existe pas. On connaît, ok, on les voit à la télé et tout, mais on n'a jamais rencontré une personne qui vient d'Océanie. En plus, il y a plus de kangourous que d'humains là-bas. J'ai entendu, c'est une dinguerie. Mais bon, bref. Numéro 3, on a Dan, The Hangman Hooker. Un combattant que j'aime vraiment bien. C'est vraiment un super bon combattant. Le problème, c'est qu'en Océanie également, tu vas pas avoir vraiment beaucoup de combattants qui vont être dans le classement pound for pound. Il y en a même pas 2. Genre, il y en a un seul. Et je pense que tu sais déjà c'est qui, mon petit GOAT. Mais en tout cas, pour le moment, Dan Hooker, pour moi, il est très clairement numéro 3. Si c'est pas Dan Hooker, ça aurait été Tai Tuivasa. Mais moi, je me dis que Tai Tuivasa, il est tellement sur une mauvaise série que Dan Hooker, bah, lui, bien évidemment qu'il mérite cette place. Parce que Dan Hooker, il est déjà dans le top 6, je pense, de la catégorie des lightweight. Donc oui, Dan Hooker, en plus, il a une super bonne longévité. Et depuis que il s'est tatoué, là, on a un nouveau Dan Hooker, tu vois. Là, t'as Dan Hooker qui est énervé. Là, c'est plus le même Dan Hooker. Là, c'est plus Dan Hooker qui vient et qui swing avec Poirier. Bon, après, même ce Dan Hooker, là, c'était une légende. C'est pas une légende, mais ça, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ensuite, en numéro 2,
On a Bobby Knuckles. Bobby Knuckles, pour moi, il mérite carrément d'être numéro 2 parce que déjà, il a été champion pendant un bon moment. C'est techniquement Adesanya qui a juste gâté sa carrière, mon GOAT. Mais oui, Bobby Knuckles, carrément, il mérite absolument sa place, bien qu'il se soit fait détruire par Khamzat. Mais le truc en plus, par rapport à la catégorie des middleweight, c'est que Robert Whittaker, je peux te dire que c'est la porte au title shot. À chaque fois qu'un combattant va battre Robert Whittaker, après 1 an ou 2 ans, il va devenir champion. Même pas après 2 ans, après, littéralement, après son prochain combat, il devient champion. Donc ça c'est un petit peu le truc par rapport à Robert Whittaker. Robert Whittaker, c'est la porte chez les middleweight. J'espère qu'il va rester cette porte-là pendant quelques temps encore. Et si la prédiction, elle s'avère juste, donc ça veut dire que Khamzat, il va très bientôt devenir champion, mais je m'écarte du sujet. Et en numéro 1, Volk's getting the belt back, mate. Donc en numéro 1, très clairement, on a Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski, comment est-ce que tu ne peux pas le mettre numéro 1 en Océanie? Bon, oh mon Dieu. Bon, lui, il nous a montré à nous tous qu'en fait, dans la vie, c'est juste le travail dur qui paye, en fait. Parce que Volkanovski, il s'est fait mettre KO par Islam. Il s'est fait mettre KO par Ilia Topuria, alors que je dois préciser que avant ça, il n'avait pas perdu à l'UFC depuis 2016, depuis qu'il est rentré à l'UFC en 2016. De 2016 à 2023, fais les maths parce que je sais que t'es pas super chaud en maths. Ça fait 7 ans. Ouais, tu peux vérifier, ça fait 7 ans. En 7 ans, il n'a pas perdu une fois. Après, il a eu 2 défaites d'affilée, 2 défaites cuisantes. Et juste après ça, tout le monde pensait qu'il allait perdre et tout. Et devine, il fait quoi? Il revient. Il reprend la ceinture face à Diego Lopez, un des contenders les plus dangereux à l'heure actuelle. Donc, Volkanovski, tu peux pas ne pas le mettre en numéro 1. Ensuite, après ça, on a l'Asie. Pour l'Asie, en numéro 3, on a le zombie coréen Chan Sung-hong. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Donc, le zombie coréen, en fait, je dois vous avouer que j'ai un petit peu triché parce que, si je me souviens bien, le zombie coréen, bah, il a pris sa retraite maintenant, tu vois. Donc, c'est ça le truc par rapport au zombie coréen Chan Sung-hong. Mais le truc, c'est que il a eu un bon impact dans la catégorie des featherweight. Je pense qu'il a été top 5 pendant des années et des années, tu vois. Donc, moi, je me dis que pour cela, quand même, il est dans le top. Genre, il va être numéro 3. En numéro 2, on a Shavkat Rakhmonov. Shavkat Rakhmonov, je sais pas pourquoi on a tendance à oublier qu'il est asiatique, mais il est asiatique. En mode, il est kazakh. Kazakhstanais. Kazakhstanais, je sais pas c'est lequel qu'on dit. Mais en tout cas, sa dernière performance contre Ian Gary, ça a fait qu'il y a des gens qui se sont dit qu'il n'est peut-être pas aussi chaud que ça. Mais n'oublions pas quand même que malgré tout, il reste invaincu à l'UFC. Et invaincu en général aussi, je crois. Il a 19 victoires pour 0 défaite et 18 finishes. La seule personne qui n'a pas réussi à terminer, c'est Ian Gary. Et je vous précise, je vais le dire dans une autre vidéo, mais je vous le précise d'avance, Ian Gary, c'est un futur champion. Ok. Donc, le seul truc qu'on peut dire par rapport à Shavkat Rakhmonov, c'est tout simplement qu'il n'a jamais été. Genre il n'a pas terminé Ian Gary. Alors que Ian Gary, je peux vous promettre que son palmarès, genre que j'ai l'impression que cette victoire de Shavkat sur Ian Gary, elle va super bien vieillir lorsque l'on va voir Ian Gary atteindre son plein potentiel, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il est numéro 2. En numéro 1, on a la première femme de ce classement. La première femme de ce classement. Mais c'est juste parce que elle en a un petit peu trop fait. Zhang Weili, bien évidemment qu'elle va être championne. Genre qu'elle va être qu'elle va être le numéro 1 parce que genre c'est la championne de la catégorie des strawweight à l'UFC. Elle est numéro 2 du classement pound for pound des femmes, juste derrière Valentina Shevchenko. Elle a eu vraiment une super bonne carrière. Et oui, même genre sa dernière performance, tout le monde, absolument, vraiment, tout le monde voyait truc là, voyait genre la voyait directement perdre contre Tatiana Suarez. Mais elle a juste réussi à renverser la tendance et elle a encore fait une masterclass. L'année dernière également, elle était en co-main event de l'UFC 300 et elle a encore réussi à gagner. Elle gagne la majeure partie du temps par décision, mais d'habitude c'est des décisions claires et nettes, tu vois. Elle entre dans l'octogone et elle te casse la gueule pendant tout le temps, pendant toutes les 25 minutes. Et ouais, selon moi, son palmarès, ça montre clairement genre que c'est la meilleure combattante asiatique. Et donc, j'ai envie de dire que c'est le meilleur combattant asiatique, mais en disant ça, c'est comme si je disais que c'était une femme. Mais c'est juste que j'ai envie de préciser que parmi tous les hommes qui sont à l'UFC, parmi tous les hommes asiates qui sont à l'UFC, bah c'est elle.
Même ça sonne pas bien. C'est comme si depuis tout à l'heure, je suis en train de la traiter d'homme. Mais parmi tous les combattants, on va dire, dans tous les combattants qui sont asiatiques et qui sont à l'UFC, c'est elle, genre, qui rise, tu vois. C'est elle qui est vraiment devant tout le monde. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Donc, en tout cas, ça, c'était mon classement des 3 meilleurs combattants par continent. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'habitude, je suis pressé de te lire. Comme d'habitude également, n'oublie pas de t'abonner à la zone. Et on se capte très bientôt pour une prochaine vidéo, la famille. Peace out.